bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, j'ai pris un micro parce que le temps est un peu venté par moment. Donc comme ça il y aura une meilleure qualité de son. Je parle d'assez loin d'ailleurs de la caméra, qui en fait est juste mon téléphone qui est sur un pied. Parce que comme ça, voilà, ça permet d'avoir une vue assez large sur le potager. Je ne vais pas me déplacer bien évidemment, mais je pourrais comme ça vous montrer deux trois petites choses. Voilà, donc comme promis, eh bien on continue ces petits moments en direct grâce à Facebook, ici depuis le jardin. Et aujourd'hui j'ai respecté le rendez-vous qui était prévu initialement dans notre programme, puisque ce lundi de Pâques on avait prévu à 14h30 que j'intervienne ici dans ce jardin pour parler du potager, des techniques de la permaculture, voilà, de ce qu'il y a encore en ce moment dans le potager. Voilà, malheureusement, bien évidemment, donc je suis tout seul et vous êtes loin. C'est quand même assez spécial. Alors voilà, donc ça fait déjà un mois, on continue. Et autant vous dire que nous, ici à la Big Val-Sainte, on se prépare à quelque chose de beaucoup plus long que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Quel que soit, sans attendre vraiment les annonces de ce soir, hein, on sait très bien que ça va se prolonger et nous on se prépare à ce que tout le mois d'avril et tout le mois de mai, nous soyons dans cette situation d'être fermés au public. Donc on va dire sans activité, à l'exception, je le rappelle, de vente de plantes que l'on fait alors à distance avec envoi via notre site internet, où maintenant il va être possible sur rendez-vous de venir chercher des plantes, des commandes, qu'il faut là aussi passer sur internet pour faire son paiement et puis venir récupérer ici éventuellement plantes ou produits. Voilà, c'est tout ce que l'on peut faire. Je ne vous cache pas que économiquement on ne sait pas très bien où on va. Mais voilà, on va pas se faire du souci pour l'instant, on est comme tout le monde, on respecte, on patiente et on verra plus tard. Voilà, ça n'empêche pas que du coup je m'occupe de ce jardin quand même, de l'entretenir jusqu'à sa réouverture. Alors la permaculture, c'est un très très grand sujet. Alors je vais évidemment pas pouvoir le traiter dans sa globalité là, ce serait sûrement très très long. Je pense qu'il est encore plus d'actualité en ce moment. Beaucoup de monde jardine et c'est très bien. C'est peut-être une des choses qui est quand même assez intéressante. En tout cas, ceux qui ont un petit bout de jardin, qui peuvent s'en occuper. Et un jardin qui est nourricier, c'est quand même intéressant, c'est quand même une base. Mais il peut être et ornemental et nourricier. C'est peut-être voilà, comme ça des perspectives de la permaculture, c'est ces frontières qui n'existent plus finalement entre zone potagère, zone verger et zone d'ornement, même si ici il y a une zone potager qui est définie, qui est là sur ces terrasses, mais ça aurait très bien pu se concevoir tout à fait autrement. Donc voilà, pouvoir se lancer à produire ses propres légumes, ça va même peut-être devenir une nécessité. Donc, et ce que la permaculture peut apporter, entre autres, on va voir, c'est aussi sur des petites surfaces finalement de produire beaucoup plus qu'avec des méthodes plus traditionnelles. On va essayer de vraiment d'utiliser l'espace au maximum. Ça c'est une chose. Alors utiliser l'espace physique, mais c'est aussi d'avoir une vraie réflexion sur utiliser l'espace-temps. C'est-à-dire que une année complète, c'est 12 mois. Et bien sûr, selon les climats, ce ne sera pas partout pareil, mais il va falloir y avoir une vraie réflexion pour arriver à utiliser tout ce temps pour continuellement avoir des légumes à consommer, à récolter. Et le choix est vaste parmi les légumes. Et si même maintenant on est dans une saison où on pense forcément à planter les légumes de l'été, les tomates, poivrons, aubergines, évidemment les salades, des choses qui se font beaucoup dans les jardins, ça reste sur une saison très limitée et que la permaculture doit ouvrir à bien une autre diversité de légumes beaucoup plus vaste, beaucoup plus variée,
varier dans le temps, varier aussi dans les saveurs, varier dans les nutriments que tout ça peut apporter. Donc ça, c'est vraiment une chose fondamentale. C'est une des choses que j'essaye de faire ici, c'est de montrer de la diversité de légumes tout au long de l'année. Et ça va encore s'améliorer, je vais encore affiner cela pour essayer d'avoir un maximum de choses. Alors, on est ici dans un climat provençal, mais provençal montagnard, donc on peut quand même avoir des hivers froids. Et c'est aussi pour cette raison que cette situation du potager ici, grâce à ces terrasses construites par les hommes et bien orientées au sud, eh bien on va pouvoir utiliser ces situations bien exposées pour avoir eh bien des choses protégées. Alors vous ne le voyez pas là sur l'image, mais par exemple là à ma droite, il y a des artichauts qui produisent déjà, qui sont très protégés. Alors on a eu un hiver vraiment pas rigoureux du tout, donc ça a eu vraiment en plus cet avantage-là. Donc voilà, un potager doit pouvoir produire vraiment un maximum de temps, toute l'année. Et dans ce mot permaculture, il y a ce mot permanent que l'on doit bien comprendre dans son ensemble. Eh bien c'est aussi un travail permanent, le potager, mais permanent régulièrement, et qui ne doit pas occasionner des phases de surcroît de travail. Donc, alors évidemment, encore une fois, aujourd'hui, tout le monde a beaucoup de temps libre et beaucoup de journées entières à consacrer à ce potager. Il reviendra un temps où les journées seront aussi occupées par son travail pour gagner sa vie, avec un peu moins de temps. Mais c'est avec un petit peu chaque jour, une heure, même moins d'une heure par jour, où on peut vraiment entretenir un potager en permaculture. Une autre parenthèse, bien sûr, ce temps libre aujourd'hui récupéré montre aussi que parmi les choix de loisirs divers et variés, eh bien revenir à ce petit moment consacré à son jardin apporte beaucoup de choses. Donc on peut, voilà, en le gérant de façon régulière et continuelle, on va le voir, je vais vous donner quand même quelques exemples de techniques, eh bien on arrive à bien utiliser son temps. Parce que c'est une des bases de la permaculture, c'est bien gérer ce temps, c'est aussi gérer l'énergie. Et dans le mot énergie, il y a sa propre énergie à soi, l'énergie que l'on donne physiquement. Et même la permaculture n'est pas un potager de ne rien faire ou de laisser faire ou de feignant, comme on peut peut-être des fois l'entendre dire. Mais on peut arriver en travaillant moins ou en travaillant plus efficacement, faire beaucoup plus de choses. Parce qu'on va consacrer moins de temps à certaines opérations et plus à d'autres, et à mieux utiliser son temps. Donc c'est bien canaliser son énergie. Et le mot énergie, il est aussi à deux autres niveaux. C'est qu'on va dans ce potager complètement abolir les énergies fossiles. C'est quand même un des grands objectifs, et ça doit même être un objectif de conscience. La permaculture, c'est vraiment réduire, voire complètement abolir tous les intrants dans son jardin. Et l'énergie fossile est vraiment un intrant qu'il faut essayer de retirer complètement. Donc les outils mécaniques motorisés sont quasiment à exclure. Moi ici, il y en a encore un pour lequel je n'ai pas réussi à l'abolir totalement. C'est la tondeuse. Vous voyez ici, il y a quelques années, elle est enherbée. Et c'est encore la tondeuse à moteur qui vient couper cette herbe. On pourrait très bien la faucher, on pourrait très bien utiliser des tondeuses manuelles, ça existe, et j'y viendrai peut-être. L'un des intérêts de la tondeuse motorisée, c'est de ramasser l'herbe coupée, et je vous en ai parlé il y a une semaine pour fabriquer mon terreau, avec le terreau de feuilles, puisque ces herbes coupées deviennent un matériau très intéressant. Mais dans l'absolu, de toute façon, on peut faire sans. Donc sans motoculteur, et ça on va en parler, il n'y a aucun travail de sol à faire au motoculteur, c'est absolument pas nécessaire, c'est très contre-productif en plus par rapport à la qualité des sols et à tout le travail que ça demande. Donc c'est cette énergie-là déjà, et puis l'autre élément lié à l'énergie, c'est qu'on va utiliser vraiment l'énergie des plantes, et c'est là la base. L'élément végétal, c'est le cœur de notre jardin, et c'est grâce à ce monde végétal que l'on va vraiment avoir un jardin qui va vivre différemment, parce que on va ramener le sens véritable. Les plantes ont cette capacité dans le règne du vivant d'avoir
la possibilité de prendre l'énergie du soleil et de la transformer, et de transformer les choses, et de créer la vie. La photosynthèse, c'est vraiment une réflexion et c'est la base. La photosynthèse va permettre à la plante de transformer ce qu'elle trouve dans le sol et dans l'air. Donc dans le sol, c'est l'eau, c'est les éléments nutritifs qu'elle va puiser dans le sol, et dans l'air, le gaz carbonique qui est là à disposition. Et grâce à la photosynthèse, la plante va transformer ces éléments de base qui sont là, qui constituent la vie. Elle va transformer ça en tiges, en feuilles, en fleurs, en fruits, en graines, en protéines, en vitamines, en glucides, en lipides, en des milliers de molécules diverses et variées. C'est vraiment un miracle de la nature. Tout ça va se transformer. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'essentiel qu'on doit avoir à l'esprit à chaque fois qu'on est en contact avec les plantes. Donc, cette énergie, elle est libre et gratuite et la plante la prend. Et la plante va nous donner de la nourriture grâce à ça. Elle va nourrir des animaux aussi. On parlera un petit peu des animaux parce que c'est une des notions sur lesquelles il faut éclaircir certains points. Et ce qui est miraculeux, c'est que les plantes produisent, bien sûr, énormément de ce qu'on appelle de biomasse, c'est-à-dire de masse végétale, mais c'est un cycle vertueux. C'est-à-dire que ces plantes vont croître et elles vont mourir à un moment donné ou faire mourir des parties. On va voir, vous voyez ici, énormément de déchets végétaux. Tous ces résidus végétaux, c'est mieux que le mot déchet d'ailleurs. En permaculture, on va changer énormément de mots dans son vocabulaire. Ça va vraiment changer les choses dans sa conscience. Ces résidus végétaux se décomposent, se transforment et viennent améliorer les sols. C'est là où il y a ce cercle vertueux. Là où pousse le monde végétal, eh bien, le sol s'améliore et devient de plus en plus riche, de plus en plus accueillant. Donc c'est la règle de base dans un potager en permaculture. On va utiliser ce potentiel du monde végétal pour améliorer son sol, pour le nourrir. Donc il n'y a absolument pas besoin d'engrais pour faire pousser des plantes. Ça, c'est une invention commerciale. Donc le premier intrant qu'on va totalement pouvoir supprimer, eh bien, ce sont toutes formes d'engrais. Je dis bien toutes formes d'engrais. Que ce soit des engrais qu'on appelle d'origine minérale, qui sont donc fabriqués, ou des engrais même qu'on appelle organiques, donc d'origine organique végétale ou animale. Il faut bien comprendre ça. Il y a des éléments organiques végétaux et animaux qui peuvent être des excréments d'animaux ou des parties corporelles animales, et je vais y revenir vraiment sur ce point-là. On n'a pas besoin de tout ça. On va, dans son potager, produire, entre guillemets, soi-même la nourriture du sol. Et c'est tellement simple, c'est tellement une évidence que j'ai encore du mal à comprendre, évidemment, qu'il y a encore ce commerce-là. Et quelle que soit la taille de son jardin, évidemment, ici c'est très grand, j'ai énormément de résidus végétaux, mais de toute façon, tout est proportionnel. Donc si on a un petit espace, on aura suffisamment de masse végétale à recycler pour nourrir sa terre. Et on va le voir, adopter des techniques qui permettent finalement de produire des plantes dans cette optique-là. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est s'occuper du sol. Il faut que son sol devienne de plus en plus riche, accueillant pour le monde végétal. Donc accueillant dans sa structure, légère, aérée, qui retient bien l'eau, qui retient des éléments nutritifs, et qui ne demande pas de travail physique. C'est-à-dire qu'on va de moins en moins, voire plus du tout, avoir besoin de travailler son sol. Parce que pourquoi on travaille le sol? Si un sol est naturellement souple, on n'a pas besoin de travailler ni pour planter ni pour semer. Et à chaque fois qu'on va devoir travailler son sol mécaniquement, eh bien on va bouleverser les équilibres. Et tout ça, on va l'éviter. Donc imaginez tout le gain de temps et d'énergie que l'on peut avoir lorsqu'on n'a plus ce travail qui, même s'il se fait à la bêche ou même à la fameuse grelinette dont tout le monde parle, eh bien on peut très bien s'en passer complètement. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain, mais finalement un sol évolue très 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 vite. Dans mon intervention, je ne vais absolument pas vous parler de culture sur but ou
de lasagne, parce que ce n'est pas une condition obligatoire. C'est une des techniques utilisées sous le couvert du mot permaculture, mais ce n'est pas la technique de la permaculture unique. Les cultures sur but répondent à quelques problématiques où il peut s'avérer intéressant, qui peuvent être des situations d'absence de sol, certains climats qui peuvent nécessiter les cultures sur but, et notamment les climats froids et humides, ce qui n'est absolument pas le cas chez moi, où la butte n'a vraiment pas de sens. Et créer une butte demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Donc je ne vais pas en parler du tout. Moi, je ne pratique pas et ce n'est pas une condition obligatoire. La permaculture, il faut comprendre que c'est un ensemble d'outils, de techniques qui peuvent être diverses et variées, qui peuvent être à inventer même. Et il faut être très inventif et très créatif quand on fait de la permaculture. Donc il ne faut pas rechercher à reproduire des modèles et forcément des exemples. Mais il y a les fondements. Et j'y reviens, c'est nourrir son sol, l'entretenir, l'améliorer au fil du temps. Et ça peut se faire très très vite. Donc ce sol, vous le voyez autour de moi, quand vous regardez là, il n'y a pas de sol nu, ou très peu. Il y en a un petit coin là mais ça, il va pas le rester longtemps, parce que j'ai retiré le paillage il y a vraiment quelques jours, et très rapidement, je vais mettre en culture ici, notamment un semis de haricots. On reste sur des sols couverts, alors soit occupés par des cultures, soit couverts par des techniques de paillage, et tout ce que vous voyez là à la surface du sol, hein, ici j'en ai beaucoup plus là, ce sont uniquement des résidus de culture, et que je n'ai pas transporté d'un coin à un autre. C'est-à-dire que les résidus de culture restent sur place. On va essayer, encore une fois, de canaliser son énergie. Donc, le moins on va transporter, et mieux c'est. Donc, on essaye d'organiser son potager, de toujours récupérer les résidus de culture. Et autrement, ce sont des engrais verts. Alors, il y en a là sur ma droite. Ici, il y a du seigle qui commence à prendre de la hauteur avec de la vesse. Les fleurs jaunes que vous voyez au loin, c'est de la moutarde blanche. Donc, ça a été semé à l'automne. Et un petit peu plus loin derrière, on commence à voir un petit côté bleuté, c'est la facélie, qui est un engrais vert aussi semé à l'automne. Et devant moi, il y a ici, je vais en couper un morceau, de la févrole, voilà, qui commence à fleurir là. Alors on connaît la fève, qui est une légumineuse dont on consomme la graine fraîche. Et là, la févrole, c'est une petite fève, mais qui a ici uniquement un usage d'engrais vert et absolument pas un usage comestible. Donc elle aussi semée à l'automne. Et qui vient produire ce qu'on appelle de la biomasse. Donc là vous voyez, je viens de couper une tige, mais il y a quelques jours en arrière, j'ai déjà coupé des feuilles pour qu'elles viennent se décomposer au sol. Donc elles participent à la couverture du sol et on va dire à la nutrition et à l'amélioration du sol. Mais ces engrais verts qui créent, on le voit, beaucoup de masse végétale, tous ces engrais verts ont un système racinaire qui travaille le sol. Voilà, donc là je viens d'arracher un petit peu ma févrole. Ce système racinaire travaille le sol, donc il le travaille mécaniquement. Et alors, une particularité de la févrole, qui est une légumineuse, alors vous ne le voyez pas là parce que je suis trop loin, mais il y a des petites boules sur les racines. Ces petites nodules sont des réserves d'azote. Parce que cette plante, alors toutes les légumineuses, donc févrole, fèves, haricots, lentilles, pois chiches, ont la capacité de capter l'azote de l'air, qui est inutilisable par les plantes. Cet azote, elles le véhiculent de leurs feuilles jusqu'aux racines, et ces plantes ont adopté une stratégie d'associativité avec une bactérie qui, sur les racines, transforme cet azote atmosphérique en azote nitrique, c'est-à-dire utilisable par la plante. Donc, en quelque sorte, c'est une machine à fabriquer de l'engrais, de l'engrais azoté. Donc, c'est un petit miracle de la nature. Et ces racines vont rester dans le sol et elles viennent, alors, nourrir les plantes voisines. Et ici, il y a oignons, ail et échalotes qui sont là contre-plantées de ces rangs de févrole. Donc, elles utilisent cet apport d'azote qui n'a rien à voir avec les apports d'azote des engrais. C'est un azote diffusé lentement, qui ne vient pas en surcharge. Parce
que si je reviens à ces engrais, ces malheureux engrais qui sont trop utilisés dans les jardins, c'est souvent des apports massifs d'éléments nutritifs en trop grande quantité, trop facilement utilisables par les plantes, rapidement, qui provoquent des déséquilibres. Et la permaculture est aussi une réponse à éviter des déséquilibres qui provoquent eh bien, des accidents culturaux, qu'on va appeler des maladies ou des ravageurs. Parce que les maladies des plantes et les ravageurs, ce sont des mots inventés par les hommes, mais dans l'absolu, maladie et ravageur, ça n'existe pas dans la définition de nos mots. Ce sont des régulateurs de la nature qui viennent rétablir l'ordre. Voilà. Si on a des plantes qui ont une croissance anormale, exagérément trop rapide, et je comprends bien que tous les jardiniers veulent avoir des plantes qui poussent plus vite, beaucoup, mais voilà, derrière ça occasionne des déséquilibres et la nature est toujours là pour équilibrer. C'est pour ça qu'on dit que la permaculture est un moyen de s'inspirer de la nature, pas de l'imiter, et d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc on va éviter la surnutrition. L'engrais vert est une façon d'amener des éléments nutritifs, mais jamais dans l'excès. Donc l'utilisation des engrais verts, de la même manière, la décomposition des résidus végétaux se fait là aussi à un rythme lent et donc à un apport nutritif lent. Mais malgré tout, on peut quand même provoquer des déséquilibres par des apports trop massifs de compost, même du compost fait maison. Il y a quand même là aussi, sur rentrer dans le détail, des fois des réflexions à l'observation de comprendre si on n'est pas dans une erreur. Voilà. Dans un potager en permaculture, il y a la notion d'herbe sauvage qu'on va devoir appréhender aussi. Et on va l'appréhender de deux manières, trois façons même d'ailleurs. Eh bien, ces fameuses mauvaises herbes sauvages qui poussent, j'en ai là, diverses et variées, et bien quand on les enlève, on va pouvoir les remettre en surface et elles vont se décomposer, donc elles vont jouer ce rôle d'apport, comme le fait un engrais vert. Deuxième utilisation, je vais en prendre une ici que j'ai. Voilà un joli coquelicot qui est excellent à mettre dans son assiette. Donc voilà une ressource comestible à ne pas négliger dans un potager en permaculture, c'est reconnaître les herbes sauvages comestibles, et le coquelicot en est un, donc autant en laisser un peu et le consommer. Et la troisième chose, c'est que les plantes sont bio-indicatrices. Donc si on voit certaines plantes venir pousser de façon exagérée, elles peuvent être témoins d'un déséquilibre des sols. Un sol trop tassé, trop riche en azote, ça peut aussi arriver quand on amène certains éléments organiques en décomposition. Donc on les appelle les plantes bio-indicatrices. Voilà, donc voilà, au niveau du sol, finalement, ça se résume à ça. Et on se retrouve, quand on a, je disais, avec un sol, vous voyez, ma main s'enfonce dedans, il n'y a quasiment pas de travail à faire. On a ici un humus très intéressant, alors qu'ici, au départ, j'ai un sol extrêmement sableux, extrêmement pauvre, mais très rapidement, avec les apports organiques, on a un sol très léger. Alors léger parce que pour les racines des plantes, c'est important, mais aussi qui retient l'eau. Puisqu'on va essayer aussi d'être un potager économe en eau, limiter la nécessité d'arroser, puisque l'accès à la ressource en eau est un problème et le sera de plus en plus. Le fait d'avoir un sol couvert et paillé permet de bien garder la fraîcheur, donc ça c'est évidemment une notion fondamentale. Ensuite, il y a l'organisation de ce potager. Alors, je vous ai dit, les engrais verts, ils sont là. Ils rentrent dans ce système de rotation. Les engrais verts ont été semés à l'automne. Donc ici, par exemple, sur ces terrasses, ces engrais verts vont être fauchés d'ici 2-3 semaines, selon un peu les prévisions de semis. Donc tout ça va être fauché au ras du sol. Toute cette masse végétale que vous voyez là derrière, la moutarde par exemple, eh bien, va être laissée au sol. Elle va servir de paillage automatique. Les racines de ces engrais verts, on les laisse dans le sol. On les laisse mourir, on les laisse décomposer. Ils participent à l'amélioration de la qualité du sol. Et dans ces zones où il y a les engrais verts, eh bien on va venir planter, semer direct.
en écartant tout simplement ce couvert végétal, et on va, alors, ce sera le cas ici puisque ces terrasses très bien exposées sont réservées aux cultures bitacées, c'est-à-dire qu'on va avoir ici des semis directs de melons, de pastèques, de concombres, des plantations de courgettes qui vont se faire là dans les, maintenant d'ici 2-3 semaines, tout ça va se mettre en place parce qu'ici c'est très chaud, c'est très protégé, donc je privilégie ce type de culture. Et puis sur d'autres planches, alors l'organisation de notre potager peut prendre des formes diverses et variées, on va associer les cultures et on va essayer d'utiliser un maximum l'espace. Ici il y a un petit semis de panais qui commence à sortir. Très rapidement ici je vais venir maintenant très proche planter des jeunes salades, le temps que les panais poussent très lentement. Si vous venez ici cet été, j'espère, vous verrez les panais c'est haut comme ça prend du volume, mais les salades qui auront été plantées là eh bien, auront déjà été récoltées, elles auront libéré l'espace. Alors on ne le voit pas là, mais au milieu j'ai semé du chanvre qui au mois de juillet sera une plante qui aura pris énormément de hauteur et qui sera là pour jouer, pour faire de l'ombre. Donc elle va jouer ce rôle dans le jardin de protecteur en faisant de l'ombre à la culture qui va se trouver derrière. Donc c'est cette réflexion d'organisation, de juxtaposition de cultures, les unes à côté des autres, utilisant un maximum l'espace déjà, et en cherchant à ce qu'entre ces cultures il y ait de l'entraide. On a vu de l'entraide ici entre ces févroles et ail, oignon. Alors là aussi, ces févroles à un moment donné vont encore pousser, on va les recouper pour laisser les parties coupées se décomposer au sol, mais ces févroles, eh bien, on va ensuite les remplacer, on va pouvoir contreplanter encore entre l'ail et les oignons, il y a de la place, ces plantes ne vont jamais occuper tout l'espace, donc on ne va surtout pas laisser l'espace vide, et là, eh bien, là aussi, il va pouvoir être mis en place des cultures qui vont prendre la suite, notamment, voilà, il y a des semis, plantations de fenouil qui sont feraient là, voilà. Donc on essaie un petit peu de prévoir et d'organiser, et c'est la même chose sur chaque planche, où on essaye d'organiser les cultures pour qu'il y ait, finalement il se passe toujours plus ou moins quelque chose. Un autre exemple, et que vous ne voyez pas là à l'image, c'est dans la terrasse en dessous, il y a des petits pois qui bordent des côtés d'une planche, et au milieu c'est les tomates qui vont être plantées tout de suite, on va être à 3 semaines à peu près. Les petits pois vont pousser, ils vont prendre de la hauteur comme ça, ils vont protéger un petit peu les jeunes tomates qui sont au milieu, et puis les petits pois sont récoltés, coupés, les racines des petits pois amènent aussi de l'azote pour les futures tomates, et puis ensuite évidemment les tomates prendront toute la place, et quand arrivera le mois d'octobre où les tomates seront à la fin de leur culture, eh bien je reviendrai ressemer des petits pois de nouveau au pied des tomates. Ces petits pois semés à l'automne eh bien, vont commencer à sortir, les tomates vont disparaître pour laisser la place aux petits pois, et on est vraiment comme ça dans un système de rotation. Alors peut-être une dernière chose pour illustrer la permaculture, toujours dans la notion d'association. Alors vous voyez ici, il y a beaucoup d'espaces vides. Ce potager, c'est sa 4e année, donc il est jeune. Il y a des plantations de fruitiers qui ont été faites ici, qui vont prendre du volume. Et la notion d'arbre à introduire dans son espace potager est très importante. Alors ici, elle est récente et jeune, mais c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte, d'amener des arbres fruitiers au milieu dans son potager pour créer là aussi encore une fois des zones d'ombre, pour utiliser un maximum l'espace. Une des grandes notions de la permaculture, c'est qu'un élément dans le jardin doit jouer plusieurs fonctions. Nutritif, c'est souvent une des fonctions qu'on va chercher à un élément végétal du jardin, mais ça peut être faire de l'ombre, ça peut être protéger une plante voisine des insectes. C'est là où l'association des légumes entre eux se protègent mutuellement, ils créent des barrières physiques, chimiques, au niveau des couleurs aussi.
voilà, en tout cas on perturbe les messages, et donc introduire l'arbre est important. Par contre, voilà, il faut juste savoir qu'à l'ombre d'un arbre, tout ne poussera pas. Une plante comme la tomate a besoin de soleil, si on la met trop à l'ombre, il n'y aura pas de tomate. Donc il y a une vraie réflexion d'organisation dans son jardin, d'amener un maximum d'éléments végétaux pour que chacun remplisse différents rôles, différentes fonctions. Et en général, toutes ces plantes remplissent la fonction de base qui était celle du début de mon intervention, c'est fournir ce qu'on appelle de la biomasse, c'est-à-dire des éléments à décomposer, des feuilles, des petits rameaux qu'on va couper, qu'on va réintroduire. Alors, je dis bien des petits rameaux parce que vous voyez dans mon paillage, il y a des petits rameaux, c'est ce qu'on appelle du bois. Et amener des éléments ligneux pour améliorer son sol, c'est capital. On ne peut pas améliorer son sol uniquement avec les déchets de la cuisine et les épluchures de ses légumes. Ça, c'est pas possible. C'est une petite partie de ce qui peut améliorer le sol à recycler. Mais il faut absolument ces éléments ligneux. Donc les éléments ligneux, on va le trouver dans les feuilles, on peut le trouver dans de l'herbe sèche, la paille, le foin, et bien évidemment tout ce que l'on peut. Alors, on ne doit pas couper, tailler dans son jardin dans l'objectif de fournir de la matière à nourrir son sol. Mais quand il y a des besoins de taille qui se font sentir, qui doivent être très modérés, eh bien on va utiliser ces petits bois, ça peut être aussi le bois mort, pour améliorer son sol. Voilà, je crois avoir fait un peu le tour. Je vous l'ai dit, il y a énormément de choses. La permaculture, c'est vraiment un ensemble de choses qu'il faut essayer d'intégrer, de respecter les équilibres, d'être très très observateur, patient et observateur. Bien sûr, il y a des choses dans les livres, j'en ai écrit moi-même, mais tout n'est pas dans les livres, loin de là. Il faut essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et ne pas être toujours trop interventionniste. Peut-être une dernière chose que je n'ai pas dite, parce que j'y pense là, c'est aussi la notion, j'ai parlé beaucoup de diversité, hein, il faut de la diversité de types de légumes, autant en termes de saisonnalité que d'apport nutritif, hein, les légumes racines, les légumes feuilles, les légumes fruits, donc il faut vraiment de la diversité, c'est d'abord important pour notre alimentation. Mais il y a cette notion aussi de choix, de variété adaptée, et donc d'origine de plantes, et donc d'origine de graines. Et que si on veut être dans cette autonomie, et dans cette notion de zéro intrant que je défends, eh bien on va aussi essayer d'aller vers la production de ses propres graines. Petit à petit, pour un maximum de choses. Beaucoup de choses, c'est très facile. Mes févroles, c'est facile d'aller faire mes propres graines. Je vais laisser quelques pieds monter en fleurs, faire leurs graines, et je garde les graines pour l'année d'après. On peut le faire facilement sur ces tomates, on peut le faire facilement sur beaucoup de légumes et de fleurs. Et voilà, un, cette autonomie, et deux, on a des plantes qui, par la mémoire qu'elles emmagasinent, de ce qu'elles ont vécu ici, du sol qu'elles ont rencontré, du climat qu'elles ont rencontré, eh bien j'aurai des plantes beaucoup plus adaptées et résistantes. Donc on appelle ça l'épigénétique, et ça aussi c'est forcément une notion fondamentale de la permaculture, c'est d'être un maximum aussi dans cette autonomie-là. Voilà, alors si vous avez des questions, vous me les mettez par écrit en commentaire, hein, de cette vidéo en direct, et j'y répondrai. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails, évidemment, à l'abbaye de Val-Sainte, pour poser des questions. J'ai écrit un livre qui s'appelle Zéro intrant au jardin aux éditions Rustica. Vous pouvez le commander sur notre site internet. Je me ferai un plaisir même de vous dédicacer si vous le souhaitez. Et puis voilà, il y aura des notions essentielles que je viens de dire là, plus en plus détaillées, mais il n'y a rien de tel que la pratique, que de s'y mettre petit à petit, doucement, d'oser, de comparer. On peut trouver évidemment des sources d'inspiration dans des modèles de jardin, de gens qui font des choses. Il y a énormément de partage à ce niveau-là. La permaculture, c'est beaucoup de partage, et c'est très bien. Mais voilà, il faut aussi remettre en question, hein, quelques principes, quelques idées reçues, des choses qui sont des fois très ancrées en nous et difficiles à se débarrasser. Il faut oser, puis des fois c'est des choses très simples, fondamentales, des choses qu'ont fait nos anciens, ou pas d'ailleurs, ça dépend.
Alors, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être vous donner le prochain rendez-vous. Ce sera dimanche prochain. Du coup, il n'y avait pas de programme dimanche prochain. Dimanche prochain, j'aurais dû être à Sirignan-du-Comtat sur une magnifique fête des plantes dans le Vaucluse, mais qui bien évidemment est annulée comme toutes les fêtes des plantes. Donc je serai ici, dans mon jardin. Comme il est annoncé à 8 jours une météo qui sera peu pluvieuse, et tant mieux, moi je serais très content qu'il pleuve pour mon jardin, j'en ai besoin. Donc s'il pleut, tant mieux. Donc s'il pleut, je vais proposer un petit direct sur le bouturage, comme ça je pourrais le faire à l'abri, ça pose pas de problème, ou dehors s'il fait beau, il n'y a pas de souci. Donc on parlera bouturage de plantes, les grands principes là aussi. Il y a énormément de végétaux qu'on peut multiplier par bouture. Donc voilà, je vous fais une petite démonstration et on fera donc le petit direct sur ce sujet-là dimanche prochain, donc on sera donc le 19 avril. Et bien je vous souhaite à tous de garder confiance, de bien continuer ce confinement. On se retrouvera inévitablement, évidemment j'espère le plus tôt, mais en tout cas la prochaine fois ce sera toujours encore virtuellement. Ciao ciao.